Au sommaire de ce journal, malgré l'invitation à Kinshasa de membres du bureau de l'Assemblée provinciale et du gouverneur, plusieurs députés provinciaux du Sud Kivu ont, dans une déclaration rendue publique ce mardi 28 avril, affiché leur détermination à poursuivre la motion de censure contre Jean-Jacques Purusi. Ils lui reprochent l'incompétence et les détournements des derniers publics. Ces derniers dénoncent également ce qu'ils qualifient de manœuvres dilatoires de l'exécutif provincial, accusé de vouloir bloquer une procédure qu'ils jugent pourtant légale et parlementaire. Arrêté pour l'exploitation illégale de l'or à Djougou. Ce mardi 28 avril, 11 sujets chinois et 3 Congolais ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama, qui a demandé à la justice de punir sévèrement cette infiltration qui est à la base de l'insécurité dans cette partie orientale du territoire national. Des forts combats opposent l'armée et les djihadistes alliés aux Touaregs au Mali depuis 2 jours. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a été tué, tandis que le général Assimi Goïta, chef de la junte militaire, qui a pris le pouvoir à la suite du coup d'État en 2020, n'est pas apparu ni s'est exprimé publiquement depuis les débuts des combats le week-end dernier. C'est tout comme titre, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Tous les plaisirs pour moi de vous retrouver ce mardi pour vous informer sur Bossolo Télévision, très chers téléspectateurs. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées AETA a tenu son assemblée générale élective le week-end. À l'issue de cette séance, un nouveau président du conseil d'administration de cette plateforme a été élu à l'unanimité de tous. Images et commentaires. Un nouveau leadership a été mis en place au sein de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées lors de l'Assemblée générale élective le week-end dernier. Patrick Chibangu est donc le nouveau président du conseil d'administration élu à l'unanimité à l'issue de ses assises en remplacement de Jérôme Mwamba Bonso qui a vu son mandat devenir à terme. Nous voulons vous rassurer ici que nous n'allons pas vous décevoir et que nous connaissons les défis de AETA. Nous allons travailler ensemble avec tous les membres du conseil d'administration et des autres organes pour relever les défis que AETA rencontre dans sa marche actuelle. Et déjà quelques pistes d'orientation ont été évoquées dans cette assemblée générale, notamment des activités ou des projets spécifiques, ciblés, soit selon la spécificité d'une province, soit selon la spécificité d'une matière, soit ainsi de suite. Nous allons vraiment enrichir toutes ces pistes et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu et la contribution de chacun de nous, AETA va reprendre ou va rester au niveau ou dépasser le niveau que nous avons trouvé, parce que nous sommes reconnaissants que nous avons trouvé AETA à un niveau très élevé. À ce titre, le nouveau président élu, Patrick Chibangu, prend le commande et engage directement la plateforme auprès des institutions et des autorités, tant publiques que privées, ainsi que de partenaires techniques et financiers. Ce dernier travaillera en étroite collaboration avec tous les organes de la plateforme AETA et surtout avec le secrétariat général dirigé par Roland Mumbala qui assure la gestion quotidienne. Signalons que la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées réunit les organismes de la société civile de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Faisons un crochet au Sud Kivu où la crise politique s'intensifie. Des députés provinciaux montent au créneau contre le gouverneur de province Jean-Jacques Purusi Sadiki, visé par une motion de censure. Dans une déclaration publique rendue au public à Uvira, ces élus réaffirment leur position et appellent clairement à la démission du chef de l'exécutif provincial. Les détails avec Ben Israël Toumba. C'est un document qui pourrait peser lourd sur l'évolution de la situation politique au Sud Kivu.
Dans cette déclaration politique signée à Uvira le 28 avril 2026, plusieurs députés provinciaux affichent leur détermination à poursuivre la motion de censure contre le gouverneur Jean-Jacques Porussi. Dans ces documents officiels, les élus provinciaux réitèrent d'abord leur soutien au président de la République Félix Tshisekedi, notamment dans ses efforts pour la paix, la restauration de l'état de droit dans l'est du pays. Mais ces députés dénoncent également ce qu'ils qualifient de manœuvre dilatoire de l'exécutif provincial, accusé de vouloir bloquer une procédure qu'ils jugent pourtant légale et parlementaire. Autre point clé, malgré l'invitation à Kinshasa des membres du bureau de l'Assemblée provinciale et du gouverneur, les signataires affirment que cela ne suspend en rien la procédure en cours. Pour eux, seule une plénière suivie d'un vote peut trancher sur cette motion de censure. Plus encore, les élus estiment que la situation est suffisamment grave pour exiger une décision forte. Ils appellent ainsi le gouverneur Jean-Jacques Porussi Sadiki à présenter sa démission au chef de l'État au nom, disent-elles, de la cohésion sociale et de l'honneur de la province. Le document est signé par plusieurs députés issus des différentes formations politiques, illustrant une mobilisation transversale autour de cette démarche. Une sortie politique qui confirme des tensions au sommet des institutions provinciales du Sud Kivu. Reste à savoir si cette pression politique conduira à une démission du gouverneur ou à un vote décisif à l'Assemblée provinciale dans les prochains jours. Retournons à Kinshasa. Le Conseil national des volontaires pour la défense de la patrie a rendu public ce mardi une déclaration mettant en garde le colonel Sekololo Cyprien du FARDC. Le VDP l'accuse de se faire passer pour coordonnateur en violation de l'article 45 de la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire. Pour le député national Prince Willy Michiki, cet acte est passible de la peine de mort en temps de guerre conformément aux articles 112 et 113 du Code pénal militaire. Suivez Prince Willy Michiki, président du conseil d'administration de VDP. Cet officier, à la personne de Sekololo, a violé cette disposition légale en signant des documents comme coordonnateur de VDP. Alors qu'il est interdit à un militaire de faire partie d'un groupe armé ou d'une association politique. Même dans les codes militaires, à son article 112 et 113, punissent les servitudes pénales les militaires qui collaborent ou se livrent à des activités avec des groupes armés et en cas il se fait passer comme coordonnateur de VDP, la loi prévoit la prison allant de 5 ans à 20 ans et pendant les temps de guerre, comme c'est le cas aujourd'hui, à la peine de mort. Donc nous demandons à l'auditeur général de FARDC de se saisir de ces cas, puisque nous avons des documents signés par le colonel Sekololo, c'est Mivumbi Cyprien, où il finit comme coordonnateur de VDP. Et même il y a même des conséquences qui vont à partir de fautes disciplinaires avec comme sanction la radiation dans les FARDC. Il y a aussi des poursuites pénales qu'on pourrait engager contre cet officier qui s'écarte de la loi. Et il y a aussi le problème des commandements, puisque un officier militaire ne peut pas diriger un groupe armé. C'est inadmissible dans ce pays. C'est pourquoi nous mettons en garde le colonel Sekololo contre cette dérive qui aujourd'hui pourrait même remettre en cause le mariage entre le VDP et les FARDC. Et nous pensons que l'auditeur supérieur et les auditeurs supérieurs et l'auditeur général des FARDC vont se saisir de cette infraction-là, puisque nous avons des preuves qu'il est en train aujourd'hui de diriger un groupe armé. Lui-même, cela même discrédite notre armée. En République démocratique du Congo, l'enjeu face à la prise de parole citoyenne est grave. Parler pour nuire, la formule est la même, brandie comme preuve d'une liberté d'expression en péril. Mais de quelle liberté d'expression parlait-on? Entre critique, pression et vraie censure, les lignes de fracture se déplacent contre les caresses d'un État fragmenté. Suivez cette réflexion signée Edouard Chama, mais rendue pour vous par Ben Israël Ntumba.
Fondamentalement, un principe de toute démocratie, la liberté d'expression des maires. En République démocratique du Congo, un droit constitutionnel souvent évoqué et exercé, mais la pratique inquiète l'opinion. Si les textes garantissent à chaque citoyen la possibilité d'exprimer ses opinions, la réalité du terrain révèle un climat de libertinage loin de toute crainte, poussant de nombreux citoyens à la dérive des langages contre-inconnus sans peur d'être justiciables. Dans l'espace public et médiatique, comme dans la sphère privée, l'expression d'une opinion divergente ou convergente soit-elle, la critique des institutions, la dénonciation de certaines pratiques ou simplement l'expression d'un désaccord sont devenus des actes de provocation. Cette situation contribue à installer un climat de méfiance où la parole devient une hanche de guerre sociale et interpersonnelle contre tous les engagements citoyens. Sur le plan juridique, la liberté d'expression est souvent inscrite dans les textes fondamentaux. Elle est présentée comme un droit inaliénable des citoyens. Cependant, l'écart entre la loi et la pratique demeure important. Face à des sujets sensibles, la parole ne se mérite plus, mais se confisque au profit de faire allégeance à celui qui l'écoute. Conséquence, propos dénigrants, paroles fracassantes, injures publiques, expressions haineuses sont la suite d'une parole prise sans mesure. L'essor des réseaux sociaux a ouvert de nouvelles possibilités d'expression, donnant la parole à ceux qui étaient auparavant marginalisés. Toutefois, l'espace numérique est aussi devenu un lieu de dépravation et de controverses. Les propos tenus en ligne peuvent être rapidement interprétés, sortis de leur contexte et entraîner des conséquences inattendues pour leurs auteurs. Si la régulation du numérique est nécessaire pour lutter contre les dérives, elle soulève également la question des limites à ne pas franchir afin de réserver un espace d'expression libre et responsable. La liberté d'expression ne se limite pas à un droit individuel, elle est un outil collectif. Elle permet les contrôles citoyens, favorise la transparence et encourage la participation à la vie publique. Lorsqu'elle est déroutée, c'est l'ensemble du processus éducatif qui pourrait s'en trouver affecté. À l'heure où le pays aspire à un renouveau démocratique, la liberté d'expression doit être repensée comme un équilibre entre droit et responsabilité. Une société démocratique mature est celle où les citoyens peuvent non seulement s'exprimer sans peur, mais plutôt s'exprimer dans le respect des lois et des autres. 11 Chinois et 3 Congolais ont été arrêtés pour exploitation illégale de minerais depuis 2024 en territoire de Djougou. Lors de leur présentation ce mardi 28 avril 2026, le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama a demandé à la justice de punir sévèrement cette infiltration. La presse militaire pour plus de détails. Regarde. Ces 11 sujets chinois et ces Congolais exploités dès lors depuis 2024 en territoire d'Ndjougou. Arrêtés lundi 27 avril à Nizi, ensuite escortés à Bunia, ces sujets chinois ont été présentés au commandant des opérations et gouverneur militaire d'Ituri ce mardi. Le représentant de la Sokimo, face à cette ampleur, a indiqué que leur délégation en séjour ici à Ituri a fait face à une situation insolite avant l'arrestation de ces sujets chinois. Face à cette situation d'exploitation illégale dès lors à Ituri, à la base de l'insécurité et une source irréfutable du ravitaillement de groupes armés, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri demande à la justice de mener des enquêtes sérieuses. Je voudrais que ça soit un exemple. Non seulement pour ces travailleurs, peut-être qui ont été récupérés comme ça, envoyés dans le site minier, mais aussi le propriétaire de cette société-là. C'est un monsieur qui doit être poursuivi, qui doit être arrêté. Il faut que ça cesse. Hélas, on nous prend pour des naïfs et on continue le même jeu. Vous avez été prévenu. Cette fois-ci, on va punir. Le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, a promis suivre de près ces dossiers pour mettre définitivement fin au financement des groupes armés qui endeuillent au quotidien les Ituriens. Je demande à notre justice de faire des investigations jusqu'au bout, que ça soit pour Aru et pour la situation de Nizi. Vous savez qu'hier, lorsqu'on a découvert ce groupe, à la sortie, la délégation n'était plus en sécurité. Cette arrestation intervient pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés locaux et étrangers, dont les ADF-MTM.
Il est radié du barreau des Kwilu. L'avocat Jean-Pierre Alula Kamunga, connu sous le pseudonyme de Leki Ayamboyo, est interdit de pratiquer la profession d'avocat dans tous les barreaux de la République démocratique du Congo pour manquement aux devoirs de délicatesse, de dignité et de connaissance des règles professionnelles. Pour maître Samuel Nkoko Kalonda, avocat au barreau de Lubumbashi, cette sanction lourde devra être proportionnelle à la gravité des faits commis par l'avocat après qu'il a été soumis à des avertissements, des blâmes et à une suspension temporaire. Esther Yamoumé et Aristote Batouma. Diplomatie bena lisibi libweke lisimbi et non lisibi libweke c'est ezamona ngai obongsenga ngai poyaki nango. Connu pour ses adages puisés, deux expressions quinoises souvent utilisées lors de ses interventions dans les débats politiques, maître Jean-Pierre Alula Kamunga a été radié du barreau du Kwilu pour manquement au devoir de délicatesse, de dignité et de respect des règles professionnelles. Une sanction disciplinaire jugée extrême qui fait couler encre et salive dans le milieu de professionnels du droit. Pour maître Samuel Nkoko Kalonda, cette sanction lourde devra être proportionnelle à la gravité de faits commis par l'avocat après qu'il ait été soumis à un avertissement, à des blâmes et à une suspension temporaire, autant d'éléments qui devraient justifier sa radiation. Lorsqu'un avocat commet une faute légère, il peut être sanctionné par un avertissement, il peut être suspendu pour une période temporaire. Mais lorsque les faits sont graves, ce sont ces faits qui donnent lieu à la prise de décision de radiation. Est-ce qu'a-t-il tenu des propos qui ont été de nature à pouvoir porter atteinte à l'honneur du corps professionnel des avocats? Ici, il est important de souligner qu'il faudrait que les sanctions soient proportionnelles aux faits commis. Il ne faudrait pas que pour des faits bénins ou pour des faits légers qu'on prenne des sanctions fortes. Il y aura une difficulté de proportionnalité des mesures ou des sanctions. Maître Samuel Nkoko Kalonda appelle également la victime à la retenue et à un sursaut professionnel tout en exerçant le voie de recours prévu par les règles. Il s'agit, selon lui, d'une occasion de lancer un message aux autres avocats qui se laissent aller à des bavures. Dans le cas d'espèce, c'est de faire preuve peut-être pas seulement de retenue, mais d'un peu plus de sursaut professionnel et qu'il exerce les voies de recours telles que les prévoient nos règles professionnelles. Cette radiation entraîne désormais l'interdiction immédiate pour ce professionnel du droit de pratiquer la profession d'avocat dans tout le barreau de la République démocratique du Congo. Une décision officialisée par une circulaire relative aux décisions du Conseil de l'ordre du barreau du Kwilu. Après les assises de la 3e édition du Forum économique RDC-Angola, l'heure est à la mise en œuvre de résolutions du dit forum. Dans cette optique, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Nkoko Samba, est descendu sur le terrain afin d'évaluer plusieurs postes frontaliers de la province du Congo central. Cette visite de travail lui a permis d'examiner les procédures en vue de simplifier les échanges commerciaux entre les deux États. Bosco Kabamba pour les reportages. Dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions ici du 3e forum économique entre la République démocratique du Congo et l'Angola, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Nkoko Samba, a effectué lundi 27 avril 2026 une visite de travail dans plusieurs postes frontaliers de la province du Congo central. Première étape de sa tournée, le poste frontalier de Nuki à Matadi. Accompagné des autorités provinciales et des responsables de la douane, le vice-premier ministre est allé s'imprégner des réalités auxquelles font face les agents de l'État et les opérateurs économiques engagés dans les commerces frontaliers. Cap ensuite sur le port de la Société congolaise des ports et des pêches, Sokopé, l'un des deux grands ports de la ville, disposant d'une capacité d'accueil de 2 navires. Autrefois, cette infrastructure jouait un rôle important dans l'approvisionnement en grande quantité de poissons. Dernière étape, le poste frontalier de Lufu, principal corridor commercial de la province. Cette mission, d'abord, il faut la replacer dans son contexte. Elle fait suite au 3e forum économique entre la RDC et l'Angola. Nous avions convenu de mettre en place une feuille de route pour qu'elle nous permette de réaliser les engagements que nous avons conjointement pris, les engagements pour la simplification du commerce transfrontalier, les engagements pour l'harmonisation
et la simplification des procédures douanières, des engagements pour l'harmonisation des systèmes de paiement afin de faciliter les transactions financières entre les opérateurs économiques des deux pays, et tout ceci dans le but de lutter contre la contrebande et d'autres pratiques informelles qui malheureusement pour le moment dominent les échanges commerciaux entre nos deux pays. Il faudrait noter que cette mission s'est achevée par une rencontre avec l'association des déclarants en douane. Daniel Mukoko Samba les a appelés à renforcer le civisme fiscal et à contribuer pleinement à l'assainissement du climat des affaires. Dans le reste de l'actualité, colère et indignation chez les exploitants de la concession Marie-Antoinette. Ces derniers accusent ouvertement la ministre des Affaires sociales, Mme Eve Bazaïba, d'avoir bradé leur patrimoine foncier au profit d'intérêts étrangers. Entre dénonciation, des spoliations et appel à la justice, les conflits prennent une tournure alarmante. Les propos sont recueillis par Audrey Bozene. Nous, propriétaires de parcelles acquis à bonne et due forme dans la concession Mama Mobutu du croisement des avenues Sendou et Lumumba auprès de M. Bahati Moussaka Patient, d'après les accords de vente conclus avec la succession Mobutu, avons le regret de constater qu'en date du 20 avril 2026, Mme Eve Bazaïba, ministre de la République aux Affaires sociales, avait écrit une lettre à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo autorisant la société libanaise Congo Futur BBC à occuper nos terres sans titre ni qualité pour construire selon les accords frauduleux conclus entre le ministre Moutinga et la société citée pour une durée de 25 ans renouvelable. Nous regrettons qu'une ministre de la République prenne avantage aux côtés des étrangers contre ses propres concitoyens au mépris de toute la procédure judiciaire en cours qui donne raison aux Congolais que nous sommes. La parcelle de terre de la fondation Mama Mobutu n'appartient pas à l'État. La fondation Mama Mobutu est créée par ordonnance présidentielle numéro 79/177 et avait comme patrimoine cette parcelle qui abritait le siège social de toute la fondation de la République. En 1986, la parcelle a obtenu son premier certificat d'enregistrement comme premier occupant. En 1997, le régime de Mouzé Kabila, à travers l'Office de biens mal acquis, a confisqué la parcelle et l'a placée sous tutelle des affaires sociales. Par le jugement RC 35044, la partie Bahati obtient l'annulation de ces contrats signés frauduleusement et déguerpit les affaires sociales. La commission infrastructure et aménagement du territoire du Parlement et le ministère de la Justice sont saisis et nous attendons de la suite. Nous demandons aux instances supérieures de la République de rendre justice et d'être du bon côté de l'histoire. Du 27 au 28 avril, le réseau francophone de la régulation des télécommunications Fratel a tenu son 23e séminaire à Kinshasa. C'est à l'invitation de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, ARPTC, qu'ont eu lieu ces assises de grande importance placées sous le thème « Comment stimuler les déploiements et la concurrence par les partages d'infrastructures et améliorer la qualité de service de nouveaux réseaux Télécom. Julia Kamwanya et Aristote Batouma. À l'invitation de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo et de l'ARCEP France, Kinshasa a accueilli du 27 au 28 avril 2026 le 23e séminaire du réseau francophone de la régulation des télécommunications. Cette rencontre d'envergure s'est tenue sous le thème « Comment stimuler les déploiements et la concurrence par le partage d'infrastructures et améliorer la qualité des services des nouveaux réseaux télécoms ». Une occasion pour Christian Katende, président du collège de l'ARPTC, de préciser que ce cadre est un impératif social et économique car les populations doivent bénéficier des services disponibles grâce au numérique. La RPTC s'est engagée dans une transformation digitale véritable et profonde.
afin de s'aligner sur les standards internationaux et améliorer nos statistiques, notre position en Afrique, notre croissance économique, nos atouts géopolitiques. La connectivité ne doit pas être un luxe, mais plutôt une nécessité, a insisté la présidente de l'ARCEP France lors de la rodière. Car la connectivité est devenue la condition d'accès aux échanges économiques, à la simplicité des paiements, à l'amélioration des services publics. Cependant, le ministre des tutelles, José Panda, a indiqué que la RDC est résolument engagée dans une phase d'accélération de son infrastructure numérique. Que la République est en train de faire un effort pour étendre son backbone national, afin de l'interconnecter dans toutes les provinces, désenclaver les zones rurales faisant la République du Congo un véritable hub de transit au centre de l'Afrique. Juste après ces mots, le ministre a déclaré ouvert les travaux du 23e séminaire de Fratel. Que je déclare officiellement ouvert les travaux du 23e séminaire du réseau fraternel. Juste après, les experts, les scientifiques et les chercheurs ont tenu 3 tables rondes axées sur le partage d'infrastructures mobiles, les déploiements de la fibre optique ainsi que la qualité d'exploitation afin de garantir la pérennité des nouveaux réseaux fixes et mobiles. Débuté devant la cabine Moubouti, la campagne de sensibilisation menée par les agents de la Société nationale d'électricité s'est poursuivie lundi 27 avril à Ndjili Brasserie dans la commune de Lantélé. Arborant les couleurs de l'entreprise publique, les équipes ont été réparties en 2 types de cortèges pour couvrir les secteurs afin de sensibiliser les abonnés à une utilisation responsable du courant électrique et à la protection des outils à leur portée. Hamzat Kongolo et Prince Ngoïsine, ces reportages. Mégaphone en main, à l'aide d'une approche de porte-à-porte ainsi que de rondes motorisées, les agents de la Société nationale d'électricité SNEL SA ont poursuivi la campagne de sensibilisation sur l'utilisation responsable du courant électrique et la protection des outils de la société mis à leur disposition. 2 explications claires ont été fournies aux abonnés du quartier Mikondo tout en recueillant leur doléance sur le courant électrique lancé. À l'issue de ces échanges, Claude Senga, chef des divisions Innovation et Efficacité, a tenu à préciser que le déblocage d'un compteur ne devient payant que si l'appareil a été manipulé par le client dans une intention de fraude. S'il s'avère que l'antifraude a été actionné suite à une fausse manœuvre de votre part pour que vous puissiez avoir du courant gratuitement, eh bien, vous allez payer cette pénalité-là. De son côté, Indikimunga Nzende a appelé les abonnés à la vigilance tout en les encourageant à dénoncer tout agent qui exigerait de l'argent pour des services normalement gratuits. Si quelqu'un passe pour leur demander 10 000, 20 000 pour activer les compteurs, je crois que les activations ne sont pas payantes. Ils peuvent nous saisir par nos numéros de service. On va essayer de trouver quel est ces gens-là qui sont dans cette pratique-là, mettre hors état de nuit toutes ces personnes. Après une période prolongée dans l'obscurité, une abonnée a exprimé sa satisfaction et a salué l'effort fourni pour éclairer ces coins de la commune de Lantélé. Nous sommes très contents, comme vous avez mis du courant ici. Le courant installé avec des compteurs sans rien payer. On vient d'Ndjili et avons fait 2 ans ici sans électricité. Maintenant, le président de la République nous a installé du courant. Nous vous adressons nos félicitations pour le travail accompli. L'installation de cabines et des compteurs par la SNEL dans cette zone périphérique de la capitale, longtemps privée d'électricité, s'inscrit dans la vision présidentielle visant l'accès à l'électricité pour tous. À Lubumbashi, les projets ambitieux du collège La Beauté 5 est aujourd'hui à l'arrêt, pris dans un violent conflit foncier au quartier Kinsever, alors que l'ouverture a été prévue pour la rentrée prochaine entre espoir éducatif et bras de fer judiciaire. Les initiateurs du projet appellent désormais l'État à l'aide pour protéger cet investissement social et ses 150 futurs emplois. Regardez.
À Lubumbashi, dans les quartiers qui sévèrent de la commune annexe, le chantier du collège La Bonté 5, porteur d'espoir pour de nombreux élèves, se retrouve au cœur d'un litige foncier aux allures de bras de fer. Sur ces sites où devrait bientôt résonner le voix d'enfants venus de zones reculées, l'incertitude s'installe, suspendant un projet éducatif présenté comme ambitieux. Selon le promoteur, la famille Yumba Madeleine revendiquerait la concession, abritant l'établissement en construction. Une démarche contestée par le responsable du collège qui affirme de tenir un certificat d'enregistrement délivré par le cadastre et respecter l'ensemble des obligations légales et fiscales. Ils soutiennent en outre que, d'après le plan cadastral, la parcelle revendiquée ne correspond pas à celle du projet. Pensé pour accueillir des élèves dès la prochaine rentrée scolaire, le collège La Bonté 5 devait également générer plus de 150 emplois avec un personnel déjà recruté et prêt à entrer en fonction. Pour ces initiateurs, ces complexes se voulaient bien plus qu'une école, un trait d'union entre éducation de qualité et opportunités locales. Mais sur le terrain, les tensions ont pris une tournure préoccupante. Le promoteur dénonce une procédure judiciaire qu'il juge irrégulière ainsi qu'une occupation forcée du site accompagnée d'actes de vandalisme et de pillage de matériaux. Des allégations qui, selon eux, impliqueraient l'appui de certains éléments de sécurité dans un climat devenu électrique. Face à cette situation, un appel est lancé aux autorités nationales pour faire toute la lumière sur ces dossiers et garantir le respect du droit. L'Asbel Banakine, que dirige Godard Motemona, a célébré le samedi 25 avril les 10 ans de disparition de Papa Wemba, une icône de la musique congolaise. Cette cérémonie à la fois solennelle et festive a reconnu la participation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. La place des Quinois au cœur du quartier Matongué dans la commune de Kalamou a servi de cadre ce samedi 25 avril 2026 à une cérémonie émouvante en mémoire de Papa Wemba 10 ans après sa disparition à Abidjan au festival d'Anoumabo. L'événement a été marqué par la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, venu honorer la mémoire de celui qui demeure une icône de la musique congolaise et africaine. Organisé par l'Asbel Banakine, association qui défend les intérêts des Quinois, que dirige Godard Motemona, entouré d'un comité dynamique dont le vice-président, le sénateur Miké Toubajika. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance à la fois solennelle et festive. Godard Motemona, président de l'Asbel Banakine, a salué la présence du chef de l'État qui a démontré son intérêt à la culture congolaise. Le premier citoyen de notre pays est venu pour la première fois ici pour faire l'inauguration de ce monument. Quelques années après, il revient. Ça a une signification profonde, laquelle un amoureux de la culture, un patriote qui aime la musique, qui aime la culture congolaise. Papa Wemba, il est honoré par la jeunesse quinoise, honoré par les Quinois, honoré par le Congolais. Plusieurs personnalités ont pris part à cet hommage, notamment les membres du gouvernement de la République, les autorités urbaines, la famille biologique de l'artiste disparu, des figures du monde culturel, des artistes musiciens ainsi que de nombreux Quinois et Quinois venus se recueillir. Entre recueillements, témoignages et dépôts des gerbes de fleurs, cette cérémonie a rappelé l'empreinte indélébile laissée par Papa Wemba dans les cœurs des Congolais.
En dehors de nos frontières, 2 jours de combats acharnés au Mali entre l'armée et les djihadistes alliés aux Touaregs ont soulevé des questions quant à l'avenir de la junte militaire au pouvoir dans ces pays d'Afrique de l'Ouest qui connaît plus d'une décennie de violences. Le ministre de la Défense Sadio Kamara a été tué tandis que le général Assimi Goïta, chef de la junte militaire qui a pris les pouvoirs à la suite du coup d'État de 2020, n'est pas apparu ni s'est exprimé publiquement depuis les débuts des combats ce week-end. Le gouvernement militaire a décrété 2 jours de deuil national en hommage à Kamara, ministre de la Défense âgé de 47 ans et figure clé de la junte. Plusieurs villes et zones stratégiques situées aux alentours de la capitale, Bamako, ont été prises pour cible samedi lors d'une offensive menée à l'aube par les rebelles Touaregs du Front de Libération et les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Par ailleurs, l'armée a déclaré ce mardi avoir tué plus de 200 terroristes dans toutes les zones attaquées. Mais la coalition des forces pour la République, qui regroupe l'opposition, a déclaré que le Mali était en danger. La JET avait promis aux Maliens la sécurité, la stabilité et le retour de l'État. Mais après l'offensive du week-end, personne ne pouvait sérieusement affirmer que les pays étaient pacifiés ou en sécurité. À savoir, un calme fragile régnait lundi matin à Bamako et à Kati, ville de garnison et bastion de la junte située à environ 15 km plus au nord. Les écoles et les bureaux étaient ouverts à Bamako et les barrages routiers autour de l'aéroport ainsi que ceux situés près de la capitale et de Kati avaient été levés. Ben voilà, c'est par cette nouvelle que nous refermons complètement cette édition du journal coordonnée par Edouard Chama et réalisée par Etier Mutombo sous la supervision de Jude Junior Kalombo. Très chers téléspectateurs, merci de l'avoir reçu chez vous. Au revoir et très bonne suite de programme. Je vous retrouve demain à 19h pour la grande édition du journal. Merci.